La pyramide du Louvre est constituée de verre et de métal. Elle est située au milieu de la cour Napoléon du musée du Louvre à Paris et abrite l'entrée principale du musée. Elle a été inaugurée une première fois par le président de la République François Mitterrand le 4 mars 1988 et ouverte au public le 29 mars 1989. La pyramide du Louvre est l'emblème de la capitale française. L'idée de voir une pyramide dans ces lieux a fleuri depuis de nombreuses années dans l'imaginaire politique ou ésotérique de certains personnages. Et des tentatives de construction, il va y en avoir quelques-unes à cet emplacement prédestiné. Peu après le renversement de la monarchie en 1789, et après les émeutes du 10 août 1792 et face au château des Tuileries, on érige une pyramide le 26 août, en l'honneur des martyrs de ce fameux 10 août. Puis, en 1793, la pyramide refait surface. Pour les funérailles de Marat, on dresse une pyramide de bois sur la place du Carrousel. On venge sa mort et on lui décerne les honneurs extraordinaires. Sur la pyramide du Carrousel, on montre au peuple son buste, sa baignoire, son écritoire et sa lampe. Des sentinelles veillent jour et nuit. Son cadavre est inhumé avec pompe au Panthéon. Mais on commence à réfléchir à la réalisation du grand dessein imaginé des siècles auparavant par Henri IV. Le Louvre, tel que nous le voyons aujourd'hui, semble être un lieu historique de prédestination et chargé de symboles depuis des siècles, entre déclarations sibyllines et manifestations ostentatoires. Revenons un peu sur cette histoire et immergeons-nous dans l'espace du temps pour comprendre un peu mieux la volonté farouche de vouloir y implanter un dernier symbole. Le palais des Tuileries, aujourd'hui détruit, est construit en 1564, sous l'impulsion de Catherine de Médicis, sur l'emplacement occupé auparavant par l'une des 3 fabriques de tuiles, établie en 1372, non loin du Vieux Louvre. Au début du XVIIe siècle, Henri IV décide de relier le Louvre au palais des Tuileries, en faisant construire une longue galerie longeant la Seine. C'est ce qu'on appelle le Grand Dessin. La Grande Galerie ou galerie au bord de l'eau existe toujours. Le palais du Louvre et celui des Tuileries sont donc enfin reliés entre eux. Le palais du Louvre a été la résidence royale d'Henri IV, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, Louis XVIII, Charles X, puis Louis-Philippe, et résidence impériale de Napoléon Ier et Napoléon III. En 1810, Napoléon Ier relance le plan du grand dessin d'Henri IV. Le quartier entre le Louvre et les Tuileries est rasé. Napoléon III achève l'œuvre de ses prédécesseurs. Il démolit les ruelles encombrant la place du Carrousel et prolonge la galerie nord qui permet la jonction définitive du Louvre et des Tuileries. La cour Napoléon est ainsi créée. L'idée d'implanter une pyramide est tenace malgré les événements historiques que nous venons de survoler. Et cela prend des formes plus concrètes. En 1809, Bernard-François Balsat, le père de Balzac, propose d'élever entre le Louvre et les Tuileries une pyramide colossale dédiée à la gloire de Napoléon. Mais on préféra construire l'Arc de Triomphe de Charles Percier et Pierre-François Léonard Fontaine. La France de l'époque est sur une énorme vague qui porte les mystères et les symboles de l'Égypte au cœur de la capitale. Des années s'écoulent, et en mai 1871, durant la Commune, une trentaine de fédérés, les communards, mettront le feu aux Tuileries. 3 jours après, il ne reste que les pierres noircies du bâtiment. En un instant, le symbole parisien de la monarchie disparaît, le grand dessin vient de voler en éclats. Les parties du Louvre brûlées seront reconstruites contrairement aux Tuileries. Le Louvre prend alors la forme architecturale que l'on connaît et qu'il conserve globalement jusqu'à nos jours. Mais l'idée suit toujours son chemin. En 1889, lors de la commémoration du centenaire de la Révolution, Louis-Ernest Lheureux propose d'orner l'esplanade du Louvre d'une pyramide cyclopéenne de style néo-aztèque. Le projet est resté sur le papier, il est conservé depuis au musée d'Orsay. On laisse filer le temps et les événements.
Alors, installer la pyramide du Louvre au beau milieu de la cour Napoléon va nécessairement clasher un peu avec le style du palais du Louvre. Pressé d'accomplir son grand œuvre, François Mitterrand prend contact avec l'architecte américain d'origine chinoise, Pei, dès juillet 1980. Il sera désigné sans concours en mars 1983 et François Mitterrand annonce le projet du Grand Louvre pour une amélioration des installations du musée et une meilleure présentation des collections, et faire du palais du Louvre un musée. Le ministère des Finances, logé jusque-là dans l'aile Richelieu, est transféré dans de nouveaux locaux, et le projet Grand Louvre va entraîner un remodelage complet du musée. Le projet de cette pyramide suscite les critiques les plus folles et les polémiques les plus vives. Il n'y eut déjà aucun appel d'offres ni concours, décision rendue possible par un artifice juridique assimilant le chantier à une rénovation. De nombreuses associations de défense du patrimoine s'insurgèrent contre le côté moderne du monument face à l'écrin historique du Louvre. Le coût de l'ouvrage, 2 milliards de francs de l'époque, fit également scandale. Et pourquoi sa construction ? En 1984, l'accueil de la commission des monuments historiques face au projet de l'architecte est mitigé. Mais lorsqu'il est validé par le président François Mitterrand et qu'il est révélé au public, le tollé est général. Elle est composée d'un ensemble de 5 pyramides. Et de part et d'autre de l'élément central, la grande pyramide, se trouvent 3 répliques plus petites et une 5e pyramide inversée, construite à l'envers et à l'intérieur du carrousel du Louvre. Cet ensemble abrite le hall d'accueil du musée, la billetterie et des boutiques. La pyramide externe est entourée de 7 bassins triangulaires en granit qui permettent au ciel de se refléter. L'ensemble s'intègre dans l'axe de l'Arc de Triomphe, de l'Obélisque et de l'Arche de la Défense, autre réalisation majeure de l'époque. C'est quand même une prouesse technique en matière de réalisation. Elle s'élève à 21,64 m au-dessus du sol sur une base de 1000 m² et est basée sur les proportions de la pyramide égyptienne de Khéops. Elle possède 603 losanges et 70 triangles de verre feuilleté de 21 mm d'épaisseur et se constitue de 95 tonnes d'acier et de 105 tonnes de châssis en aluminium. La pyramide inversée est quant à elle plus petite avec 16 mètres de côté par 7 mètres de hauteur. Versons un instant dans l'imaginaire symbolique, pour le plaisir d'extrapoler les choses terrestres. Dans l'Égypte antique, les pyramides jouent le rôle de tombeaux destinés à accompagner le passage du défunt vers l'au-delà, vers une autre vie. Dans l'Amérique précolombienne, la pyramide sert de base au temple aztèque, maya ou inca, constitué de plusieurs étages symbolisant différents mondes, terrestres, inframondes et paradis. Elles étaient construites en lien avec le calendrier solaire. La forme pyramidale revêt toujours un sens symbolique profond. La pyramide est un objet dynamique qui peut se lire dans les deux sens, ascendant et descendant. Et c'est ainsi qu'on évoque souvent 2 types de pyramides, la pyramide droite et la pyramide inversée. Alors que la pyramide droite évoque un mouvement de progrès ou d'élévation, l'homme s'élève vers ce qui le dépasse, la pyramide inversée évoque le repli et ou l'involution, l'homme se laisse emprisonner par la matière, à moins qu'il ne décide de visiter cette matière pour mieux la connaître et la maîtriser. En réalité, nous avons là la réconciliation de la matière et de l'esprit, du concret et de l'abstrait, de la dualité et de l'unité, de l'immanence et de la transcendance. Les révélations de cet immense architecte pourra nous inspirer dans la façon de s'effacer humblement devant cette réalisation. Je cite : « J'ai fait œuvre de paysagiste plutôt que d'architecte. Je me suis inspiré de le nôtre plutôt que de tout autre. La géométrie même du module qui rythme la pyramide est française. Elle repose sur des formes simples, le carré et le triangle, qui se démultiplient dans l'espace de la cour. Elles seront reprises pour le dessin des bassins qui entourent la pyramide et jusque sur le pavement de la cour. Voilà une belle leçon.
La pyramide du Louvre offre une vue saisissante de la capitale française. Du haut de la pyramide, vous pourrez admirer la Seine qui serpente à travers les champs de la ville. Vous pourrez également voir les célèbres monuments parisiens, la Tour Eiffel, la cathédrale Notre-Dame et l'Arc de Triomphe. La pyramide offre une vue imprenable sur les jardins du Louvre, qui sont parmi les plus anciens et les plus grands jardins botaniques de France. Le toit de la pyramide vous permet d'observer le mouvement des nuages et des oiseaux qui volent au-dessus de la ville. Vous pourrez admirer le coucher du soleil et la nuit tombée sur Paris. Cette vue à couper le souffle vous offrira un moment de calme et de réflexion inoubliable. La pyramide continue inlassablement de fasciner et d'inspirer des générations de visiteurs du monde entier. Je laisse le mot de la fin à François Mitterrand lors d'un interview du 18 novembre 1993 effectué pour l'inauguration de l'aile Richelieu du Grand Louvre. Je cite : « Transformer le Louvre, exiger d'exceptionnelles précautions. C'est le cœur de la cité, le cœur de notre histoire. J'ai souhaité une architecture de pureté et de rigueur qui sut allier l'audace et le respect. Merci, monsieur Yeo Ming-pei. » Je vous remercie de votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour suivre nos prochains épisodes et nos nouvelles aventures.